À votre santé, monsieur. À la tienne. Coucou. C'est l'une des carrières les plus éclectiques de notre patrimoine. Journaliste, écrivain, parolier, directeur de radio, c'est le réalisateur que nous avons choisi de recevoir aujourd'hui. Philippe Labro est notre invité dans 5 sur 5. Bonjour Philippe Labro. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour 5 sur 5. Alors c'est quand même compliqué de vous présenter parce que vous avez fait plein de métiers. Oui. Nous, on va essayer de se concentrer sur l'aspect cinéma. Très bien. Vous avez été réalisateur de 7 films, mais on va aussi un peu parler de votre parcours autour. Allez-y. Numéro 1, Oui. pour commencer, Oui. c'est mon mentor, parce que vous ne vous cachez jamais de vos mentors. Non, au contraire. Ouais. Et il y en a il y en a deux qui reviennent souvent, il y en a plusieurs même, j'en ai sélectionné 2. Et le premier, c'est Pierre Lazareff. Il y en a eu un ou deux autres avant lui. Quand j'étais très gamin, à l'âge de 15 ans, j'ai fait un journal de jeunes pour le Figaro, c'est un concours. Et il y avait évidemment des anciens qui nous aidaient. Et il y avait un garçon qui s'appelait Pierre Macaigne, qui est peut-être d'ailleurs un rapport avec le comédien Macaigne, peut-être un arrière-grand-père, et qui m'a beaucoup aidé. Ça a été le premier vrai mentor. C'est celui qui est venu voir mon papa. J'avais 15 ans pour lui dire, surtout, il ne faut pas l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Il a une vocation, encouragez-le, cher monsieur. Bon, mais en fait, le vrai mentor, le premier, effectivement, c'était un génie de la presse qui s'appelait Pierre Lazareff, un petit juif russe, devenu le grand patron d'abord de Paris Soir avant la Deuxième Guerre mondiale, et ensuite de France Soir après. Et moi, je suis entré dans l'univers de France Soir vers les années fin 50, par l'intermédiaire d'un copain qui s'appelait Lestienne. Voldemar, qui était déjà lui une petite vedette dans le monde de la presse. J'arrêtais pas de lui dire, il faut que je rencontre Lazareff, il faut que je rencontre Lazareff. Et il m'a présenté à lui un jour que Pierre, à l'époque, c'est incroyable cet homme, il avait dans France Soir des bandes dessinées qui s'appelaient Le crime ne paie pas et Les amours célèbres, en page 2. Des bandes dessinées. Il avait décidé, à partir des bandes dessinées, de faire des bouquins. Donc il a demandé à Lestienne de faire la vie de Dillinger, le gangster. Et moi, il me présente, on bavarde, et il me propose de faire Al Capone. Et donc j'ai fait mon premier roman pour Pierre Lazareff, Al Capone. Et au moment où je lui présente le manuscrit, dans son bureau, redressé au mur, à Paris, petit homme, là, sur son grand bureau, plein de crayons, plein de brimborions, plein de toutes sortes de choses que j'ai imitées, moi, d'ailleurs, plus tard dans ma vie. Il me dit, écoutez, je suis désolé, mais finalement, la collection s'arrête, ça ne marche pas, on arrête. Je lui dis, écoutez, vous ne pouvez pas me faire ça. Moi, je vous l'ai écrit, le bouquin, il faut le publier. J'étais très insolent à l'époque. Et il dit, très bien, et il le publie dans l'Air du Temps, qui était une des meilleures collections chez Gallimard. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de romancier chez Gallimard. Voilà. Donc Pierre considérait, à tort ou à raison, que j'étais un espoir de la presse. Dans les couloirs de la maison, quand il a fini par m'engager, hein, comme grand reporter, on disait, Labro, c'est la petite merveille. Donc tout ça, ça ne veut rien dire. Simplement, effectivement, j'avais l'œil et l'oreille de cet homme qui me donnait des bons conseils et qui m'a beaucoup aidé, beaucoup influencé. Et c'était le genre d'homme, si vous voulez, il y a des femmes aussi comme ça, vous avez envie de travailler pour eux. Ils vous stimulent. Vous essayez de sortir de votre moyenne pour atteindre un autre niveau qui est le sien. Et je l'aimais beaucoup, on se voyait souvent. J'ai une anecdote que je raconte dans un de mes bouquins, où j'étais un peu énervé, parce que j'étais très très arrogant et insolent à l'époque, par un de ses collaborateurs. Donc je monte dans son bureau, je passe à travers les 5 secrétaires qui laissaient passer la petite merveille, et j'arrive dans le bureau de Pierre et je lui dis, Pierre, vous êtes entouré de cons. Il me dit, Philippe, j'aime aussi les cons. Le son génial. Ça voulait dire, vous savez, on est tous le con de quelqu'un d'abord, et il faut aimer les autres. Voilà. Donc ça a duré très longtemps. Grâce à lui, j'ai pu faire toutes sortes de choses. Et en particulier, grâce à lui, j'ai participé à sa fameuse émission de télévision, 5 colonnes à la une, qui m'a permis de commencer à aborder le travail des caméras, du montage et de la technique. C'est grâce aux documents que je faisais pour 5 colonnes que j'ai commencé à comprendre et à apprendre
la technique du cinéma. Le journalisme, est-ce qu'il a été fondateur Ah oui. par la suite pour le cinéma Ah oui, oui, non, ben, moi, à la base, ma formation première, c'est le journalisme. Mais le journalisme a tout de suite débouché sur d'autres choses. Je me suis mis à écrire de la fiction, des petites nouvelles. Et après 5 colonnes, j'ai commencé à faire un ou deux courts-métrages. Donc, assez vite, j'ai compris. J'adorais le cinéma. J'étais élevé dans le cinéma. Quand j'avais 12 ans, au lieu d'aller à l'école le matin, au lycée, je séchais les cours pour aller voir des films dans un petit cinéma qui était près des Champs-Élysées. Sur les Champs-Élysées, malheureusement, ils ont tous disparu. Et où le matin, ils passaient des films. Et moi, je séchais les cours pour aller au ciné. Bon, bref. Donc, j'étais un cinémaniaque. C'est comme ça que peu à peu, ça a débouché sur la capacité de faire un premier long métrage. Vous avez été aussi journaliste militaire. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, bien sûr. Il y a eu une interruption pendant la guerre d'Algérie, où je suis parti, comme tous les gars de ma génération, j'ai fait les 14 premiers mois à Paris. Là, on était en civil, dans des bureaux. Il y avait des inconnus qui s'appelaient Francis Weber, Jacques Séguéla, et Juste Jacquin. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'on ignore qu'il n'y a qu'un degré de séparation entre l'alpagueur, la chèvre et Emmanuel. Il y a eu une génération de gens plutôt marrants et brillants et qui s'étaient retrouvés dans des bureaux de ce journal militaire. Donc on a vécu 14 mois à Paris, on faisait ce qu'on voulait. Et ensuite on est parti 14 mois en Algérie et là, ça a été un peu plus dur. Il y a eu, vous avez écrit des feux malétains. J'ai écrit à peu près 25 livres. Pas seulement des romans, il y a des témoignages et tout. Encore aujourd'hui, moi je considère que c'est mon livre le plus important. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il traite de la guerre. Et que la guerre, c'est l'épreuve ultime. Vous êtes proche, vous n'avez pas attendu tant que ça pour l'écrire. Il va dire le traumatisme. Mais mon cher ami, c'est ça. Ils étaient mal éteints, les feux. Oui, voilà, oui. Bon, je suis rentré d'Algérie en 62, je crois. Et j'ai dû écrire le bouquin en 65, 66. C'est un très beau titre qui vient d'Apollinaire. Et j'étais souvent chercher mes titres chez Apollinaire. Donc voilà. Des feux mal éteints, 5 colonnes, Lazareff. Et un jour, je fais pour l'anniversaire de 5 colonnes un petit sujet que je fais moi, de A jusqu'à Z, je l'écris, je le tourne, sur justement les anciens d'Algérie. C'est un petit road movie que je fais tout seul, pour 5 colonnes, avec un très bon chef opérateur, copain à moi qui est malheureusement disparu, qui s'appelait Moscardo, Jean-Pierre Moscardo, un vrai voyou adorable. Et j'ai fait un petit road trip dans la France pour rencontrer des anciens d'Algérie et qui me racontent leur guerre. Ça s'appelait Salut les Max, parce que dans l'armée, tout le monde s'appelait Max. Salut Max, comment ça va Max? Où ils sont mes Max? Bon. Peuvent-ils encore raconter leur histoire? Est-ce une histoire vraie? J'aimerais passer, oui, sur Jean-Pierre Melville. Alors Melville, c'est beaucoup plus tard. Oui. Mais on y va, puisque vous faites votre émission, vous l'avez chapitrée. Donc chapitre Mentor, il y a Melville, effectivement, que j'ai rencontré lors de la projection privée de mon premier long métrage, Tout peut arriver. Je ne le connaissais pas, mais j'avais mis sur ma liste d'invités pour des projections qu'on faisait avant la sortie du film. Ça se passait rue des Dames Augustines à Neuilly, chez Maggie Baudard, qui m'avait produit mon premier long métrage, Tout peut arriver. On attend le grand Melville, qui avait dit qu'il venait avec sa femme. La salle est pleine, tout le monde attend. Et il arrive avec sa houppelande noire, le Stetson, les Ray-Ban. Il me regarde et il dit « J'aime déjà votre film ». C'est extraordinaire comme phrase. Bon, voilà, sortie du film, on a bavardé, on s'est téléphoné, on a commencé à se voir. Et c'est devenu une amitié, avec un rapport un peu maître-élève, au point qu'à un moment donné, quand j'ai préparé mon deuxième long métrage, Sans mobile apparent, adaptation d'un polar américain avec Jacques Lanzmann, et Jacques Lanzmann était un très grand adaptateur, dialoguiste et scénariste de mes meilleurs films. Je rendrai toujours hommage à Lanzmann. C'est pas un mentor, c'est un complice, un confrère. Je montre le scénario Sans mobile à Jean-Pierre, et Jean-Pierre s'assied à une table, il prend le scénario, il y avait un exemplaire, j'avais le mien,
crayon en main, il m'explique, tel endroit, il faut faire ci, à tel endroit, il faut faire ça. Ça, vous pourriez faire attention. Et il me donne une leçon de cinéma sur le film que je vais tourner. C'est-à-dire que, comment vous dire, c'est rarissime, selon moi, qu'un très grand artiste, c'est un grand artiste, Jean-Pierre Melville, c'est un génie, c'est le plus grand réalisateur de sa génération, donne à un inconnu, enfin on n'était plus inconnus, on se connaissait et on s'appréciait, on s'aimait, lui donne son savoir-faire, son expérience. C'est précieux, c'est ça les mentors, c'est l'essence, c'est l'offre. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de faire un deuxième long métrage qui a eu beaucoup de succès, qui a très bien marché. Vous avez connu une autre facette de Jean-Pierre Melville que celle qu'on entend souvent, que c'était un type pas trop commode. Il n'était pas trop commode sur les tournages, il était très commode avec les amis. Et avec les garçons comme moi, je ne suis pas le seul. Hein. Il a été le mentor de Volker Schlendorf, de Bertrand Tavernier, des tas de gens. Hein. Mais sur le plateau, avec les techniciens, si vous voulez, Jean-Pierre, il connaissait toute la technique, par cœur. Il savait tout, plus que les techniciens. Tous les instruments, toute la manière de faire et tout. Il avait une connaissance approfondie et étonnante du savoir-faire du cinéma. Et donc, ça lui donnait une telle autorité, une telle arrogance qu'effectivement, il était un petit peu rude avec les gens. D'autant que dans sa nature, c'est une nature très compliquée, très complexe, Melville, très complexe, psychanalytiquement. Il aimait le conflit. Il aimait fabriquer du conflit parce qu'il pensait qu'à partir du conflit, on obtenait mieux des gens, et plus des gens. Mais avec nous, avec ses intimes ou ses favoris, ses élèves, appelons ça comme ça, c'est très très charmant. J'ai récupéré une archive de Jean-Pierre Melville dans l'apostrophe, où Bernard Pivot lui demande les 6 polars à lire au moins une fois dans sa vie. Oui. Alors dedans, il y a L'Affaire Le Rouge, le premier Sherlock Holmes, le premier Arsène Lupin, Le Facteur sonne toujours 2 fois, Le meurtre de Roger Ackroyd et Quand la ville dort, qui est un de ses films préférés aussi. Du coup, je vous pose la question, quels seraient les 6 polars à lire au moins une fois dans sa vie? Bah, il y a évidemment Raymond Chandler, The Long Goodbye, Le Grand Sommeil, Big Sleep. Il y a Dashiell Hammett, La Moisson Rouge. Il y a James McCain, Le Facteur sonne toujours 2 fois, mais aussi 2 autres de ses livres. Il y a Horace McCoy, On achève bien les chevaux. La plupart des très grands romanciers noirs, entre guillemets, américains des années 30-40. Mais en France aussi, il y a des très grands polars. D'abord Balzac, c'est un auteur de polar, si vous réfléchissez. Hein. Mais et Zola, d'une certaine manière, c'est des polars. Mais il y a aussi Jean-Patrick Manchette. Manchette est un très grand auteur de polar, avec 2 chefs-d'œuvre qui s'appellent Le Petit Bleu de la Côte Ouest et La Position du tireur couché. Déjà, ces 2 titres extraordinaires. Et Manchette, que j'ai bien connu, puisqu'il a fait les dialogues et le scénario avec moi d'un de mes films, qui s'appelle La Crime. C'est un remarquable écrivain. Pour passer sur mon numéro 2, Ouais. qui s'appelle L'Amérique, Oui. faire le pont avec Melville, parce que tous les deux vous avez une passion pour l'Amérique. Vous allez en Amérique fin des années 50, Oui. grâce à une bourse obtenue. Vous faites vos études en Virginie. Et du coup, je voulais savoir, ça représentait quoi l'Amérique avant vos études? Quand j'étais gamin, très gamin, on vivait encore à Montauban pendant la guerre. Moi, j'avais 6-7 ans. Hein. Un jour, dans un bois, j'ai trouvé un petit étui de chewing-gum, Wrigley's, avec des couleurs autres que les nôtres. Ça avait dû être perdu par un Américain parachuté dans la région. Et ce petit étui a déchaîné chez moi une curiosité de d'où ça vient, qui fait des choses comme ça. Et parallèlement, mon père, qui était mon vrai mentor, m'avait déjà donné le goût de lire certains romans américains comme Le Dernier Mohican, comme les romans, ce qu'on appelle les romans de la prairie, signés par James Oliver Curwood et John Fenimore Cooper, et Jack London. Et donc les lectures de livres sur l'Amérique, plus l'arrivée des Américains à la Libération, tout ça a fabriqué chez moi une curiosité et un désir d'Amérique. Il y a eu un rêve américain? Pour moi, le rêve américain, c'est un cliché, ça ne veut rien dire. Il y a, chez toute une génération, la mienne en tout cas, mais d'autres à mon avis plus tard,
une curiosité, une envie d'Amérique, un désir d'Amérique. Alors, le rêve, ça ne veut rien dire, le rêve, bien sûr. Il y a des émigrés qui ont rêvé de l'Amérique et grâce à elle, d'ailleurs, ils sont devenus libres parce qu'ils fuyaient le nazisme. Mais pour moi, c'était une envie, c'était mes Indes à moi. Hein. Il y a une génération qui est allée bien avant nous dans les Indes. Moi, c'était ça, c'était l'exotisme, c'était loin. Comment que ça se passe là-bas? Est-ce que ça correspond à ce que j'ai lu? Est-ce que ça correspond au film que j'ai vu? Parce que, évidemment, j'ai vu un film américain dès que la Libération nous a permis d'en voir. Donc tout ça a fabriqué une curiosité. J'ai réussi à la satisfaire en obtenant une bourse d'études, bourse Fulbright, une bourse d'échange. Je suis resté 1 an dans une université en Virginie. Et comme j'aimais beaucoup ça, je me suis débrouillé pour rester 1 an de plus. Donc j'ai passé 2 ans, entre 18 et 20 ans, sans parler un mot de français, sans jamais téléphoner à ma famille. On s'écrivait simplement, on s'envoyait des lettres. Et où je suis devenu totalement bilingue, bien sûr, avec une grande connaissance de l'Amérique, son histoire, sa politique, sa littérature. Parce que votre époque, mais c'est vrai que dans l'études à l'étranger, bon là c'est un peu une question de pleurer en avion, mais c'était 20 heures pour aller là-bas, c'est ça? Bah oui, bien sûr. Pour le bateau, prenez le paquebot. Et le paquebot, il arrivait le matin, à 5 h du matin, d'un seul coup, on vous appelait, vous sortiez de votre cabine, vous montiez sur le pont avant, et on voyait des choses qui montaient là, ça s'appelait des gratte-ciel. On n'a jamais vu ça, nous. Ça relevait du rêve, mais c'était la réalisation d'un rêve. Vous avez fait une suite à l'étude à l'étranger. Est-ce que tout est vrai dans le livre? Alors, dans mes romans, il y a autant de fiction qu'il y a de réalité. Et Aragon disait un jour, le roman, c'est l'art de brouiller les cartes. Vous prenez les cartes du vécu, du réel, de l'observé, du raconté par quelqu'un d'autre, et puis les cartes de l'imagination et de l'invention. Donc moi, j'ai mélangé. Donc autant dans l'étudiant que dans la réalité dans l'Ouest, il y a une part très forte d'autobiographie, mais il y a aussi une invention. Et il y a des séquences, en particulier dans l'étudiant dans l'Ouest, les séquences de violence à la fin, les motards, tout ça et tout, c'est inventé. Mais ça repose sur une réalité que j'étais vraiment dans le Colorado, dans un camp, pour gagner ma vie. Il s'est passé des choses, mais pas aussi violentes. Oui, ça brouille les pistes. Il faut brouiller la piste. Je vous donne un bon exemple. Dans l'étudiant étranger, à un moment donné, le narrateur, moi, a une aventure avec une noire. Bon, April. J'en ai fait une vraie histoire d'amour, avec des débuts, des fins, des rebondissements, tout ça. Dans la réalité, ma vie à moi, j'ai eu une fois, une demi-journée, une relation charnelle avec une noire. Un point à la ligne. Et c'est à partir de ça que j'ai inventé l'histoire d'amour avec April. Un jour, dans un de mes bouquins, qui s'appelle 15 ans, je raconte les 15 ans d'un jeune lycéen qui tombe amoureux d'une fille de 17 ans qui s'appelle Anna. À l'époque, mon bouquin était étudié dans les classes. Et je vais dans une classe de 3e à Besançon. Et là, les élèves avaient lu le bouquin. Il y a un garçon qui me dit « Qu'est-ce qu'elle est devenue, Anna ?» Et je lui dis « Je ne peux pas vous dire parce qu'elle n'a pas existé. » Il était très déçu. Il croyait qu'elle avait existé. Il n'y a jamais eu l'envie de s'installer définitivement là-bas? Écoutez, au bout de 2 ans, j'avais le choix, je pouvais rester. J'avais travaillé déjà avec des agences de presse, je connaissais des gens un peu partout. Mais il y avait la guerre d'Algérie. Il y avait mon père qui n'était pas très bien, donc je voulais rentrer le voir. Et puis je me suis demandé si vraiment j'étais fait pour rester dans le pays. Tant que j'avais absorbé tout ce que j'ai absorbé, est-ce que d'une certaine manière, il valait mieux pas que je rentre en France pour l'exploiter, pour m'en servir? J'ai jamais eu vraiment envie de vivre là-bas. J'ai vécu de temps en temps. Hein. Quand j'ai fait du journalisme à haute dose, quand François, quand Lazarev m'envoyait aux États-Unis, il m'est arrivé de rester 2 mois à New York, vous voyez. Mais j'ai jamais vécu là-bas. Moi, je vais arriver, je pense, au grand tournant de votre vie et de l'histoire américaine, le 22 novembre 1963, à Dallas. Alors, j'ai l'impression que votre vie bascule en même temps que la société américaine à ce moment-là. Ma vie professionnelle, bien sûr. Les circonstances, on ne va pas rentrer dans les détails, font que je suis sur le territoire américain ce jour-là. Je suis dans le Connecticut. J'apprends sa mort tout de suite. Je le raconte dans un bouquin que j'ai intitulé « En tirer sur le président ». Et évidemment, je fous le camp tout de suite à New York en voiture.
pour prendre un avion et qui me fait arriver à Dallas le lendemain matin. Je suis arrivé le lendemain matin et je suis allé directement au quartier général de la police, quartier général, un petit immeuble pourri avec 300 personnes qui se battaient pour être au premier rang pour voir arriver aux autres qui descendaient de sa cellule. Et je vis pendant 8 jours le moment le plus important peut-être en Amérique de la deuxième moitié du siècle, du XXe siècle. Et donc effectivement, et j'ai donc raconté tout ça, j'étais en permanence en lien avec le journal. Pendant 8 jours, mon nom, moi j'avais 24 ans, l'âge d'Oswald, l'âge de l'assassin. Il y avait à la une de France Soir, qui à l'époque était vendu 1,5 million d'exemplaires par jour, de notre envoyé spécial Philippe Labro. Forcément, ça fait ma vie journalistique. Mais pas seulement, parce que ça m'a permis de mieux comprendre les choses, de vivre un moment d'histoire extraordinaire, et d'y accumuler suffisamment de savoir, de connaissances, pour ensuite m'en servir aussi bien dans mes livres que dans mes films. Parce que par exemple, quand j'ai fait L'Héritier, on en parlera peut-être, je me suis beaucoup inspiré des Kennedy. Je me suis inspiré même de l'assassinat de Kennedy. Tout ça fabrique effectivement, comment dirais-je, une expérience. Et l'idée dans la vie, c'est d'aller chercher dans votre expérience de quoi ensuite l'exploiter en matière de roman ou de cinéma. Et puis, votre époque, pour que les gens comprennent, mais donc vous envoyez vos articles des États-Unis Par téléphone. à une époque où il n'y a pas de mail. Ah, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. C'est très compliqué. Le combat à l'époque, c'était pas seulement aux États-Unis, ça m'était arrivé quand je me suis trouvé en reportage pour France Soir, un peu avant, sur un gros événement en France. Le vrai combat pour un journaliste à l'époque, c'était sécuriser un téléphone. Moi, j'avais acheté littéralement le téléphone du petit hôtel qui était de l'autre côté du quartier général de la police à Dallas. C'est ça, il faut l'anticiper dans le... Ah oui, non, il faut avoir un endroit où vous savez que vous pouvez téléphoner quand vous voulez et on ne vous emmerde pas. Parce qu'à l'époque, vous dictez votre article. Moi, je dictais mes papiers. Je ne les écrivais même pas. Quand j'avais débuté dans la radio à Europe numéro 1, très tôt quand je suis rentré aux États-Unis, gamin, jeune étudiant, j'avais pris l'habitude de pouvoir faire du direct et de monter et de construire des phrases sans avoir à les écrire. Donc je dictais les articles à la sténo qui était de l'autre côté de l'Atlantique. Je devais écrire à peu près 3 papiers par jour. Parce que France Soir, à l'époque, il y avait 3 à 4 éditions par jour. Il fallait renouveler le papier à chaque fois. Mais c'est stimulant tout ça, c'est excitant. C'est des très grands moments. Et justement, dans On a tiré sur le président, vous revenez sur le film d'Oliver Stone. Oui. Qui a complètement, enfin la force du cinéma en fait, j'ai envie de dire, mais qui a complètement matrixé, je pense, le grand public sur une éventualité plus ou moins plausible du complot, quoi. Vous avez raison. Stone, très bon cinéaste, fait un film de semi-fiction. Il invente des choses. Comme c'est le cinéma, et que c'est très proche de la réalité, les gens ont cru que c'était la vérité. Mais ce n'est pas la vérité. Stone nous raconte des blagues. Il invente un complot qui n'a pas eu lieu, selon moi. Il invente des gens de la CIA qui disent, le long d'un canal à Washington, à Kevin Costner, telle et telle chose. Tout ça, c'est de la blague. C'est très bien fait, c'est très bien construit, très bien interprété, et le public a gobé ça comme la vérité. La vérité sur Dallas, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe, et parfois plus simple. Vous citez une phrase, j'aime bien, de Norman Mailer qui avait dit « J'aurais bien aimé qu'il y ait une conspiration, ça nous aurait tous arrangés ». Exactement. They tried to keep him from asking why. That's the real question, isn't it? Why? The government's gonna jump all over your head, Jimbo. Why was Kennedy killed? Are the same people that kill us, Pop? Nobody's gonna kill us. Who benefited? You have any idea what you're getting yourself into, Daddy-O? Who has the power to cover it up? Warner Brothers presents Kevin Costner Now we're through the looking glass here, people. in an Oliver Stone film. J'ai toujours considéré, je ne suis pas le seul, des tas d'historiens américains qui pensent la même chose que moi, en particulier un grand historien qui s'appelle Robert Caro, que c'est ce qu'on appelle la tragédie sans raison. C'est un concours de circonstances. Ce sont des éléments, ça peut arriver une fois tous les 1000 ans, tous les 500 ans, ça arrive, qui se croisent pour aboutir à cette mort tragique, à cet événement qui a fait exploser la vie américaine, et pas seulement américaine. Ça demeure effectivement dans ma vie
personnel et professionnel, un très grand tournant, oui. Je vais profiter pour passer au numéro 3, qui est réalisateur. La tasse. On est en 1969, le premier film, Tout peut arriver, qui est un titre un peu qui résume bien votre vie. Et quelle a été la passerelle entre le journalisme et le cinéma? Bah, je vous ai dit, avoir travaillé pour 5 colonnes, avoir appris la caméra et tout, m'a amené assez rapidement à avoir envie de faire un film. Et encore une fois, Maggie Baudard, la productrice des Parapluies de Cherbourg, voit mon petit court-métrage, m'appelle un matin et me dit « Venez, j'ai gagné beaucoup d'argent avec les parapluies, je peux produire des films de débutants, pas cher. Est-ce que vous avez un sujet ?» Oui, bien sûr, lui dis, j'en avais pas. Alors faites-moi une proposition. Alors j'écris en 3 semaines un mini-scénario qui s'appelle Tout peut arriver. On a mis ça en route, elle avait un très bon chef de production, j'étais très bien entouré. Et on a fait ce premier long métrage avec Jean-Claude Bouillon, avec des inconnus, mais je tournais beaucoup de connus dans les inconnus. J'ai fait des petits caméos. Deneuve notamment. Catherine Deneuve, oui, qui arrive tout d'un coup dans le film comme ça. Et ça a fabriqué un film grâce auquel j'ai pu faire connaître aux gens un petit génie qui s'appelait Fabrice Lucchini. C'est lui que je l'ai découvert. Mais surtout, ça n'a eu aucun succès commercial, c'est un bon succès critique. Un jour, je rencontre au bout d'un mois le producteur du Clan des Siciliens, Jacques-Éric Strauss. Le Clan des Siciliens était sorti la même semaine que mon film. Je pensais bien qu'ils nous ont tous ramassés, moi. Je n'ai pas fait une entrée. Et Strauss me dit, j'ai vu votre film. Je lui dis, vous nous avez tous ramassés. Hein. Oui, il me dit, bon, très bien, mais j'ai vu votre film, vous avez le ton et le don et l'envie de faire des polars. Alors, arrêtez de parler de vous, parce que Tout peut arriver, c'est quand même très moiseux. Lisez des séries noires, si vous en trouvez une intéressante, vous me l'amenez et on peut peut-être travailler ensemble. Je me suis mis à lire toutes sortes de séries noires, j'en ai trouvé une intéressante, 10+1, de Ed McBain, très grand polar américain. Et je l'ai proposé à mon copain Jacques Lanzmann, qui est un très bon scénariste et dialoguiste. On a fabriqué ensemble un canevas, on l'a porté à Strauss, et on a démarré ce qu'on appelle un development deal pour arriver à 100 mobiles par an. Pour parler de 100 modules par an, Oui. il y a quand même un nom qui moi m'interpelle parce que je trouve que c'est un génie, c'est Ennio Morricone. Ah bah oui. C'est pareil, il n'y a pas de hasard avec des rendez-vous dans la vie. Strauss, producteur du Clan des Siciliens, produit 100 mobiles et me dit la musique était faite par Morricone. Si tu veux, je peux essayer d'avoir Morricone. Pour ton deuxième long métrage, je dis oui, bien sûr. Il envoie le scénario à Morricone, qui dit à Strauss oui, pourquoi pas. Morricone lit le scénario et il vient à Paris pour déjà me rencontrer en bavarde et nous proposer un ou deux thèmes musicaux. Déjà, il avait son thème musical. Et moi, j'ai fait du piano dans ma jeunesse, dans mon enfance, et je note les premières notes du thème. Ta, ti, la, la, ta, ti, la, la. Et je note. 3 notes, do, sol, mi, fa, sol, do. Morricone voit ça, il dit, c'est vous qui avez écrit ça? Je dis oui. Ah, on va pouvoir travailler ensemble. Il était impliqué du coup. Bien sûr. Ben, il venait sur le tournage, il prenait des notes, il me proposait déjà quelques thèmes, et puis je suis allé à Rome, une fois le film tourné, pour faire toute la musique avec lui. J'étais à côté de lui, il avait son grand orchestre, là. C'était le maestro, hein. On rigolait pas. Et néanmoins, c'est génial chez lui, c'est moi, on regardait les images, et il plaquait sur les images la musique qu'il venait d'écrire et de composer. Et là, il y a 1 ou 2 fois, je lui disais, écoutez, là, franchement, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de violon dur, des stries, comme ça, comme il y a dans 100 mobiles. Un peu comme dans certains morceaux de Vivaldi, dans l'hiver de Vivaldi, dans les 4 saisons.
Moi, j'aime bien les espèces de tranches de violon comme ça, qui fabriquent un suspense. Et je lui propose. Il n'a jamais dit non, hein. Et il acceptait parfaitement que je mette en scène. Je lui propose des modifications à son travail. On a travaillé une semaine ensemble, beaucoup de respect, beaucoup de distance, beaucoup d'autorité. Un génie. C'est sympa de travailler avec des génies, vous savez. Et oui, ça vous fait monter d'un cran. Alors je vais citer Tchekhov qui disait si vous mettez un fusil au premier acte, il faut qu'il soit au deuxième et puis qu'on s'en sert. Ouais. Et le film commence par Jean-Louis Trintignant sur un bateau et qui sort son arme et qui vise comme ça au hasard. Qui annonce Qui annonce en effet son... une heure et demie plus tard à la fin du... Bah oui, c'est des inventions comme ça. C'est évident que c'est écrit sur le papier, c'est une chose, mais une fois que vous êtes sur le tournage, moi j'ai dû proposer ça à Jean-Louis au moment où on tournait, faire ce geste-là. C'était remarquable le travail avec Trintignant. Trintignant, c'est un immense comédien, immense. Pour moi, c'est un des plus grands de sa génération. Aussi grand que Jean-Paul et Alain. C'est la même chose. La filmographie de Trin-Trin, c'est formidable. Alors, comme il a beaucoup tourné, il a tourné pas mal de navets. Mais il n'a jamais été mauvais dans les navets. Et il a un mystère, une dimension, une voix, un comportement, qui sont du pain béni pour un réalisateur. Et je trouve que 600 mobiles apparents, qui ressort lui aussi, puisqu'il a été remasterisé récemment, tient le coup, et je pense que ça tient encore le coup, c'est grâce à lui. En plus, vous lui avez donné une image culte de lui qui court dans la rue. Bah, c'est la première fois qu'on fait courir Jean-Louis, et après, ils n'ont pas cessé de le faire courir. Le lièvre à travers les champs, toutes sortes de films, Jacques Deray dans La Tueur aux États-Unis. Il court bien, il sait bien courir, il sait tout très bien faire. Comme les grands comédiens, il sait tout faire. L'héritier. Et là, en effet, peut-être des films plus américains, si je puis dire. Inspiré des films américains, pas tout à fait monté comme un film américain, parce que quand on regarde le film, encore aujourd'hui, j'avais la chance, j'ai toujours fait le principe de m'entourer des meilleurs. Et j'avais le meilleur monteur de sa génération, Claude Barrois, qui était le monteur de Lelouch d'ailleurs, qui avait déjà monté mon premier film, et Sans mobile. Et Claude et moi, on avait trouvé toutes sortes, dans l'héritier, de moments où on pouvait faire des flashbacks ou des flash-forward, ou des incisions comme ça, qui modernisaient totalement le rythme d'une histoire finalement assez classique. Hein. Un homme hérite d'un empire et d'un mystère. Pourquoi son père est mort? Est-ce que quelqu'un l'a tué? Est-ce qu'il va pouvoir tenir l'empire? Bon, bref. Mais la façon de faire, le style, l'écriture, j'ai énormément travaillé ça, énormément. En amont ou c'est venu au montage? Non, non, en amont et au montage. C'est-à-dire que, par exemple, quand je tournais en Italie, j'envoyais à Claude les séquences italiennes. Il me les renvoyait, et donc il montait pendant que je tournais pratiquement. Et j'avais avec lui, comme j'ai eu avec son adjoint Thierry Dorocle, cette indispensable osmose qui fait que c'est pas eux qui mettent en scène, c'est vous, hein, les monteurs. C'est vous qui montez. Mais quand même, ils vous apportent des idées. Ils vous proposent des choses parfois audacieuses. Et il ne faut pas les refuser. Parce que le talent d'un monteur, c'est qu'il a une maîtrise du tempo, de l'espace-temps et du rythme. Et moi, j'ai toujours essayé, en particulier dans l'héritier, de mettre du rythme. C'est-à-dire que, même quand on parle d'un livre, les gens disent c'est un page turner. Hein. À la fin du chapitre, on a envie de tourner la page. Moi, mon idée, c'est qu'à la fin de chaque séquence de l'héritier, on a envie de voir la suite. Mais c'est un film auquel je tiens beaucoup parce que Jean-Paul est remarquable,
On a beaucoup travaillé le casting, j'ai beaucoup travaillé le casting, on en parlera si vous voulez. Bien sûr, ça a sans doute un peu vieilli. Il est quand même aujourd'hui, il serait interdit par les ligues féministes parce qu'il est plutôt misogyne. Oui, mais le personnage n'est pas forcément aimable. Il est pas... Non, non, le personnage c'est un personnage, c'est un beau gosse, richissime, qui foutait rien jusqu'à ce que son père commence à l'impliquer et à la mort du père, l'événement le transforme. Il fait face à cet héritage. Il y fait face avec son insolence, son arrogance, sa certitude qu'il a raison et son charisme. Et d'ailleurs, Bart Cordell, il s'appelle, dans le film, Bart Cordell, pour moi, c'est un personnage charismatique. Et je me suis inspiré un peu de ce qu'était Kennedy et un peu d'un homme qui, à l'époque, avait beaucoup d'influence à Paris, qui s'appelle Jacques Servan-Schreiber, JJSS, patron de l'Express, qui a été député, ministre, enfin, qui a joué un rôle très important en France dans les années 60-70. Deux personnages de pouvoir, d'excellence, d'arrogance, de séduction, et qui donc traversent des événements et par leur propre et leur seule personnalité font l'événement. Et c'est ça le thème de l'héritier. La phrase importante que j'ai empruntée à Fitzgerald, que dit de Sailly, Jean de Sailly, là, qui joue le rôle d'un producteur de télé dans le film, c'est « Montrez-moi un héros, je vous montrerai une tragédie ». Et donc c'est ça l'intérêt. Ce héros-là va forcément vers la tragédie. Vous faites partie des rares personnes à faire mourir Belmondo. Oui, jusque-là, il ne mourait pas beaucoup au cinéma. Ouais. Non, non. Et d'ailleurs, le producteur, Jacques Éric, qui est un ami, me l'a souvent reproché. Il m'a dit, tu fais mourir, on ne pourra pas faire une suite. Je lui ai dit, mais il n'y a pas de suite possible. Il faut qu'il meure. Parce que c'est un héros. Et d'ailleurs, rappelez-vous, le générique final, au ralenti, qui montre la mort de l'héritier, c'est totalement axé sur la mort de Oswald, des mains de Robbie, à Dallas. Donc là encore, je me sers de mon propre vécu et de l'actualité. Et il y a une référence très forte à l'événement majeur donc, de ma vie. Et bien sûr, il faut qu'il meure. Il faut qu'on termine sur le visage de son garçon qui attend devant l'avion en se demandant qu'est-ce qui va se passer. Jean-Paul, ça ne l'a pas gêné du tout. Hein. Vous savez, quand on lui a proposé le scénario, parce qu'on a écrit ça avec Lanzmann, c'est un scénario original. Hein. Ce n'est pas une adaptation du tout, comme Sambouville. Hein. Ils ont sauté dessus, lui et Lebovici. Lebovici, c'était son agent et le grand patron du cinéma français de l'époque. Enfin, patron, un parrain, un influenceur. Ils ont sauté dessus tout de suite. Ils savaient que c'était pour lui. Et quand on l'écrivait avec Jacques, je lui disais déjà, il faut que ça soit Belmondo. Mais en plus, dans l'héritier, c'est un peu annoncé qu'il va mourir. C'est écrit. Il y a un destin. Il a un destin. Mais ce que je retiens, moi, de ce film, c'est que Jean-Paul est à son meilleur. J'ai les meilleurs techniciens. J'ai la meilleure équipe possible. J'ai un casting sur lequel j'ai travaillé comme un fou, parce que pour moi, le casting, c'est capital. La musique de Colombier est formidable. Colombier est un très grand compositeur. Donc, c'est toute la question, c'est essayer de réunir les meilleurs éléments dans chaque domaine pour arriver à faire en sorte que la mayonnaise prenne. Et là, ça a pris, hein, ça a très bien marché, l'héritier. Hein. En salle, quand c'est sorti, et puis chaque fois qu'on le ressort, et ils le ressortent souvent, hein, sur C8, sur je ne sais pas ce que vous voulez, Canal le ressort, puisque c'est entre les mains de Canal, ça marche à chaque fois. Hein. J'aurais dit simplement, ne le montrez pas trop souvent, ça va finir par emmerder les gens. Ouais, je trouve aussi que c'est un de ses meilleurs rôles. Jean-Paul, oui, Ouais. il est formidable. Il est charismatique, il est énigmatique, il est énervant et séduisant. Il a un très beau visage, des très belles rides qui commencent à apparaître. Il a tous les gestes qu'il fallait. Ça, je lui ai un peu donné certains gestes. En particulier, il y a des plans où il est comme ça, il réfléchit. C'est exactement des plans de Kennedy. Hein. Je me suis inspiré totalement de ça. Hein. Et il transporte à travers le film
une personnalité énigmatique, passionnante, pas forcément, comme vous le disiez tout à l'heure, aimable. On n'est pas forcé de l'aimer, mais on est forcé de le suivre. C'est un leader, c'est un chef. Et bien ensuite, le film peut-être le plus étonnant de votre filmographie, est Le hasard et la violence. Ouais. Il est un peu curieux comme film, dans quel genre on pourrait le ranger? Dans le genre bide. C'est mon bide. De ma carrière de cinéaste, je considère que c'est un bide. Non, j'exagère, mais c'est un ratage pour moi. Voilà. Parce que ça n'a pas de sens. C'est trop réfléchi. Le début est trop lent, très très lent. Il y a 2 séquences qui me plaisent beaucoup, un peu folles, avec un comédien italien qui était même pas un comédien, c'était un magicien, qui joue le fou du karaté dans les chiottes avec Montand, et puis plus tard dans la pâtisserie. Ça, c'est une séquence que j'aime bien. Pour le reste, c'est décousu, c'est incohérent. J'ai écrit tout seul, ce qui est une erreur. Au cinéma, pour moi, j'ai jamais pu travailler seul, vraiment. J'aime bien avoir un répondeur, quelqu'un qui vous renvoie la balle, qui vous dit « ça tu le fais, ça tu le fais pas ». J'ai voulu tout faire tout seul, et c'est pas réussi. Mais si on essaie ce que vous faites en ce moment, d'étudier ma filmographie, il faut en tenir compte. Hein. Ah oui, oui. Il y a quand même Yves Montand. Il y a Montand qui est pas mal du tout. Il y a Catherine Ross qui est merveilleuse. Il y a 2-3 séquences qui tiennent le coup. Il est étonnant. Il est surprenant, mais pour moi, c'est pas réussi. Est-ce que vous l'avez senti au cours du tournage, cette sensation, ou c'est venu après J'ai senti, à un moment donné, quand j'ai senti qu'Yves Montand me lâchait. C'est-à-dire qu'il faisait le film, mais il pensait déjà au prochain. Le prochain, c'était un sautet, sans François Paul et les autres. Et Yves n'a pas été tout à fait loyal avec moi. Bon, enfin, c'est pas grave. Hein. Mais non, par ailleurs, il s'y donnait quand même, parce que il ne faut pas être injuste. C'est un garçon qui voulait tout le temps être là. Quand on tournait des séquences sans lui, je me retournais, il était là derrière et il poussait la machine avec les machinaux. Mais c'est merveilleux. Donc on a eu un rapport amical, un peu compliqué parfois, mais c'est pas son problème. Le problème, c'est pas mon temps, le problème, c'est mon scénario qui n'est pas assez construit, qui n'est pas assez rationnel et qui ne dit pas ce que ça voulait dire. Ça voulait dire qu'effectivement, la vie est faite de hasard et de violence, mais ça ne suffit pas. Il faut mieux structurer l'histoire. Elle n'est pas assez structurée, mais j'en ai pas honte. Hein. Et à la revoyure, comme on dit, ça fait marrer mon fils. J'ai un fils, Jean, avec qui j'ai des rapports merveilleux, et lui, le film me fait marrer. Mais marrer de façon ironique. Il y a une séquence où il y a des voyous qui sont sur la plage et qui s'envoient des chaises à la gueule. Un jour, Jean, en tapotant sur Instagram, il a vu une définition en Australie de mon film, d'un Australien disant « It's a beach throwing chair party ». C'est-à-dire, c'est un film où on lance des fauteuils sur la plage. La définition du hasard et de la violence. Pourquoi il a voyagé, le film? Oui, il a voyagé, oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, il ressort en DVD avec un texte assez bien fait, je ne sais pas qui a écrit le texte, expliquant qu'effectivement, je suis sorti de mon genre. Au sortir de là, je me suis rendu compte que ça n'allait pas bien. Et vous savez, quand vous faites un film qui ne marche pas bien, vous avez dû en faire un autre avant qui avait bien marché, vous avez des problèmes. Donc on est revenu avec Jacques Lanzmann vers quelque chose de plus traditionnel chez moi, un bon polar, plus qu'un polar, d'ailleurs un film de traque sur l'alpagueur, c'est-à-dire un chasseur de primes. Un jour, il m'a dit, et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, le seul animal intéressant qu'il me reste à chasser, c'est l'homme. Je suis obligé de tuer tous les gens qui pourraient me reconnaître.
qu'un homme est assez riche pour acheter son propre passé. Voilà. Et là, là aussi, on a beaucoup travaillé. Je me suis beaucoup inspiré de Getaway, le chef-d'œuvre de Sam Peckinpah, avec Steve McQueen, hein, en particulier la séquence dans l'auberge avec le fusil à pompe. Ouais, vous la reprenez. C'est pas votre plus grand succès au box-office. Bon, il a fait un bon score, mais... Ça a bien marché. Ça a bien marché, mais Oui, oui. je crois que l'héritier est au-dessus. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est le film qui reste le plus dans le temps. Vous avez peut-être raison, parce que par exemple, écoutez quand même, il date de quand, là, pas 74. Hein? J'ai noté 76, je crois. Je crois que 74, c'est le hasard et la violence. Donc ça fait un moment. Encore aujourd'hui, il m'arrive de rencontrer des gens qui me disent « À la tienne, Coco », qui est la phrase finale de l'Alpaguer. Donc ça fait plaisir d'ailleurs à un réalisateur. La vraie récompense, c'est ça. À votre santé, monsieur. Et la tienne, coucou. Et donc, oui, il a tenu le coup, parce que Jean-Paul, il est très bon, et puis les répliques de Lanzmann sont très drôles, elles sont très bonnes, ça bouge, c'est pas mal tourné, j'avais encore une fois une très bonne équipe technique, un très bon montage. La musique aussi. La musique est formidable. D'ailleurs, je pense que la musique de Colombier, qui avait fait déjà l'héritier, est meilleure. Je pense que la musique générique du début de l'Alpaguer, c'est fantastique. Ça balance, hein, quand il récupère la cocaïne dans le faux ventre de la femme enceinte, là, qui est Laurent Antonelli, qui était la femme de Jean-Paul à l'époque, qui monte sur le bateau et qui part avec les pognons, la valise pleine de pognon. Là-dessus, il y a Colombier qui envoie tout un orchestre très très puissant, avec un thème que j'adore, moi. Il m'arrive de le recevoir dans ma tête de temps en temps. C'est qu'en face de Belmondo, vous avez mis un acteur qui... Génial. Bruno Kremer, oui, mais dans l'héritier, j'ai mis Denner aussi, qui était formidable. C'est toujours pareil, le casting. Et là, d'ailleurs, il faut reconnaître à Jean-Paul, car Jean-Paul était devenu producteur du film. Il aimait tellement le scénario de l'Alpaguer qu'il a racheté Strauss pour le produire lui. Et Jean-Paul, c'est lui qui m'a signalé pour le tueur, fou, hein, le serial killer, Bruno Kremer, qui était son copain de génération, du conservatoire, très grand comédien, et c'est lui qui me l'a suggéré. C'est une très bonne idée. Kremer est formidable. Il joue un vrai... Oh, il joue un vrai salaud. plus qu'un salaud, c'est un serial killer, c'est un pervers, c'est un maniaque. Il est très très fort, très très fort. Il y a une séquence de Bruno quand il prend toujours des jeunes pour faire du travail à sa place et après il les flingue. Les yeux de Bruno, le regard de Bruno, la perversion, le vice, la méchanceté, le mal. C'est l'incarnation du mal, en fait. Et d'ailleurs, je ne me suis pas gouré là-dessus, je voulais ça, je voulais que ça soit le diable, en fait. Il est tout à fait remarquable. Mais c'est toujours pareil, mon vieux, il n'y a rien à faire, il faut aller chercher les bons comédiens et leur donner un bon texte et les mettre en position. Je pense que c'est une banalité. Un bon film, c'est évidemment un scénario en acier, mais c'est évidemment un grand casting. Après, il vaut mieux bien connaître la technique. Si vous mélangez les trois, avec un peu de chance, ça va marcher. Il y a ce plan à la fin qui est très Léon sur les yeux. Comment il s'est tourné ce plan? Ben, la caméra est pas loin. Moi, je suis derrière avec... à l'époque, les choix d'objectifs sont très différents d'aujourd'hui. Et je sais ce que je veux. Moi, je sais très bien qu'effectivement, je m'inspire là encore de Léon. Mais il n'y a pas de honte à s'inspirer des grands auteurs. Pour faire en sorte qu'il y ait même à un moment donné, il n'y a plus rien dans l'écran. Quand on part des yeux de Kremer pour aller vers ceux de Jean-Paul, vous avez un plan comme ça qui se déplace, et vous avez le vide. C'est la cabine de l'avion. Et ça me plaît beaucoup. Parce qu'on est presque dans l'abstraction. C'est intéressant
d'instiller de l'abstraction dans un film totalement concret. Et techniquement, ils étaient sur le tournage. Ah oui, oui. 10 mètres, je pense, pour rester sur une focale aussi longue. Oui, oui. Mais la technique, ça se maîtrise. Ce qu'il faut arriver à obtenir, c'est que dans leurs yeux, il y ait quelque chose. Mais ça, il n'y a pas besoin de leur demander, ils vont vous le donner. Les grands comédiens, les comédiens d'une manière générale, vous apportent quelque chose qui n'était pas écrit. On écrit tout, toute la scène et tout, mais à un moment donné, le comédien ou la comédienne invente quelque chose, vous apporte autre chose. C'est ça le bonheur de la mise en scène. Le tournage, c'est qu'à un moment donné, ils enrichissent le film. On s'en tient au script, aux directions données par le metteur en scène, mais il faut leur laisser l'espace nécessaire pour tout d'un coup inventer. Après la saga, il y a une pause de plusieurs années. Il s'est passé quoi pendant tout ce temps Toutes sortes de choses. Ma vie privée, des changements, ma vie professionnelle, des changements. Je n'avais pas abandonné le cinéma, mais bon. Il y a eu des projets non aboutis? Oui, il y a un ou deux projets non aboutis. En particulier, il y a eu le projet non abouti de Mérine, qu'on devait faire avec Modiano Audiard comme scénariste. Et puis on s'est vite aperçu, quand on a travaillé tous les trois ensemble, que Mesrine, à l'époque, c'était quand même un salaud, c'était un assassin. Et c'était très difficile de transformer les mémoires de Mesrine pour Jean-Paul. Faire de Jean-Paul un salaud, c'était très difficile. On avait beaucoup de mal. Et puis un matin, il y a les Bovici qui nous appelaient pour nous dire on arrête tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je pense que Mesrine lui-même, depuis sa cellule, a dû téléphoner en disant écoutez, ne faites pas ça, je ne vous donne pas le droit. Bref, on a arrêté le projet. Donc c'est un projet inabouti. J'ai eu un ou deux autres projets inaboutis, en particulier, j'avais écrit avec un copain américain, John Vinocure, un assez bon scénario qui se passait dans les troupes américaines en Allemagne pour se déplacer ensuite aux États-Unis, transporter de la drogue, qui correspond un peu à ce qu'a fait beaucoup plus tard American Gangster, vous savez. Ben, on l'avait écrit avant nous. Et c'est un scénario qu'on a proposé à Bob Evans, à Hollywood. Ouais, le Paramount. Puis on l'a pas fait. Non, j'ai fait deux, trois tentatives qui n'ont pas réussi, mais c'est pas grave. Et donc, entre-temps, effectivement, il s'est passé toutes sortes de choses. Et j'ai repris, en faisant des rencontres avec Alain Terzian, le producteur, sur un scénario original qui m'avait été apporté par Jacques Labib, La Crime, que Jean-Patrick Manchette, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a adapté, a dialogué. Et j'ai eu avec Manchette une amitié formidable et une admiration énorme pour son talent, grand talent. Donc on a fait ça avec Claude Brasseur, Robert Hirsch, Jean-Claude Brialy, Gabriel Lazur, Neil Haddon. Là encore, casting sérieux, solide. Il avait Manchette, c'était sa période agoraphobe Ah oui, oui. Oh ben, il a été agoraphobe très très longtemps, pratiquement toute sa vie. Hein. Et donc, pour aller travailler chez lui, il fallait monter, il n'y a pas d'ascenseur, il fallait monter 5 étages, dans la rue du docteur Alphonse Netter, près de la Bastille, ou la Nation, je ne sais plus. Et là, il vous attendait sur le pas de la porte, avec sa bouteille de bière à la main. Et il vous montrait son papier, il avait tout tapé à la machine, très précis, méticuleux, pointilleux, les 3 premières pages ou les 3 dernières pages. On discutait, la plupart du temps ça me convenait parfaitement, et j'ai tourné ça avec beaucoup de plaisir. Bien content. Ah, madame. Je t'imagine. Comme ça avec mieux. Tu le prends sur ce ton-là, tu me fais dire. Vas-y. Va vivre ta vie. C'est votre univers à vous et Jean-Patrick Manchette. C'est vrai que le premier plan du film, c'est Claude Brasseur, seul dans son appartement. En train de boire des bières avec un chat. Ouais. Ouais. C'est très Chandler. C'est Chandler, c'est Melville aussi. Ouais. Les chats de Melville, oui, oui, bien sûr. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Dans mes films, j'ai toujours mis une partie de mes fantasmes
mes envies, mes goûts, mes souvenirs. Il y a un plan aussi qui m'a marqué, je le trouve incroyable, c'est quand le personnage de la call girl se fait brûler vive dans l'ascenseur. Vous faites un plan d'ensemble entre la cage de l'ascenseur et le couloir où on voit le tueur déverser l'essence. Ouais. Et je le trouve hyper ingénieux d'avoir réussi à cadrer les deux étages quelque part, entre la cage et le tunnel de l'ascenseur. Ah, c'est du travail, hein. On a fait ça en studio, bien sûr. Beaucoup de travail, on a beaucoup travaillé cette séquence. D'ailleurs, c'est une des rares séquences que j'ai fait en... Comment vous appelez ça, là? On le dessine avant, là. Le storyboard. Voilà, on l'a storyboardé totalement. Je storyboardais jamais mes films, moi. Je n'avais pas cette habitude, d'autres le faisaient. Hitchcock l'a toujours fait. Mais là, j'ai fait storyboarder. Tous les plans sont storyboardés. Donc on n'a fait que tourner les plans qui avaient été dessinés, sous mes directions, bien sûr. Non, la crime, ça tient le coup, hein. Oui, vachement. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Au niveau de la rythmique, on sent que la guerre des polices est un peu passée par là. Bien sûr, bien sûr. Et Claude est formidable. Moi, j'ai beaucoup d'amitié. J'avais, il a disparu malheureusement. Pour Claude Brasseur, il a très bien travaillé. Très bien. Là encore, il m'a apporté des choses. Il y a une séquence quand il arrive chez Dale Haddon, la call girl. Il est arrivé, je ne sais pas qu'est-ce qui lui avait préparé la séquence, parce qu'il travaillait avec un type d'acteur studio. Il était très conseillé par l'acteur studio. Où il apportait un autre comportement. Pas du tout ce que j'attendais. Je l'ai laissé faire. Et vous retrouvez Jean-Louis Trintignant, un petit rôle. Train, bien sûr. Une séquence incroyable. Le suicide est incroyable. Bah oui. Mais c'est du cinéma, mon vieux. Il faut des séquences comme ça. Il faut surprendre. Surprendre le spectateur. Se surprendre soi-même. Mais Jean-Louis est formidable, bien sûr. J'étais ravi de le retrouver après son mobile. 1984, rive droite, rive gauche. Oui. Avec Depardieu, Nathalie Baye, Carole Bouquet, Bernard Cresson. Musique de Jacques Weber. Le film aurait pu s'appeler Ça balance pas mal à Paris. Oui, ça aurait pu s'appeler comme ça. Alors là, il y a aussi un nom qui interpelle, c'est que le film est coécrit par Françoise Labro. Oui, c'est vrai. Françoise, ma femme, psychologue, littéraire, les réalisatrices de télé, elle a tout fait dans sa vie, Françoise. Et on l'a écrit ensemble, effectivement. On l'a écrit ensemble, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Mon ami Francis Weber l'a relu et m'a aidé. Il a un peu scripté un peu doctoré, pardon, vous savez, script doctor Weber, un petit génie, hein. 2-3 séquences. J'ai beaucoup travaillé, ça aussi, ce film. Et c'est pareil, il y a des choses quand je le revois où je me dis, ça c'est pas bien, tu n'aurais pas dû le faire ça comme ça, mais dans l'ensemble, je pense que ça tient la distance. Et le couple est très intéressant, Depardieu-Baye, et Bouquet est très intéressante. Et puis il y a une histoire, hein, il y a un récit, il y a de l'argent, il y a des meurtres, Moi j'adore le personnage de Fresson. Fresson, le milliardaire rouge, puisque ça correspond à une réalité, un homme qu'on appelait le milliardaire rouge. Là c'est toujours pareil, je vais aussi chercher toujours mes références journalistiques. On n'est pas loin de l'actualité avec Rive Droite. Fresson, il est formidable. C'est un comédien extraordinaire. Il a 2-3 moments de dialogue quand il est face à Weber que j'aime, que je retiens régulièrement. Quand il parle à Weber, et Jacques Weber, l'avocat, copain de Depardieu, mais qui a va plus ou moins pendant un moment le trahir, Fresson le regarde et lui dit « Ne me faites pas chier ». Il ne dit pas chier, il dit « Ne me faites pas chier ». Ça change tout. Franchement. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est lui qui l'a fait. Hein. Non, moi, j'ai beaucoup d'affection pour ce film. J'aime pas beaucoup la fin, je la trouve un peu pas tenue. Mais dans l'ensemble, ils sont bons, hein, ils sont tous bons. C'est toujours pareil, là, c'est pareil aussi. On s'est réunis, on a travaillé, on a trouvé tout ce qu'il fallait comme moyen. Moi, j'ai jamais souffert. J'ai tourné des films dans une époque où on avait beaucoup de moyens. Le producteur vous laissait faire. J'avais pas de frein au point de vue dépenses ou pas. Et donc on était simplement, on se fiait, on respectait le récit et les comédiens. Jean-Pierre Melville, mon mentor majeur en matière de cinéma, m'a toujours dit ça. Il m'a dit, ne vous faites pas plaisir, soyez au service du récit et des acteurs. Alors, je vais passer à mon numéro 4, c'est très vite, mais ce qu'on a déjà bien parlé, ce sont les acteurs. Oui. Parce que c'est vrai que vos films ont souvent des très gros castings, aussi pour les seconds rôles. Je veux savoir comment ça se dirigeait une légende. On ne dirige pas les légendes.
On les accompagne, on dialogue avec eux, on leur raconte, on leur explique, on justifie les choix qu'on a faits. Ils ont le scénario, ils l'ont lu. Une fois qu'ils l'ont lu, qu'ils l'ont assimilé, vous n'allez pas leur dire « il a l'air triste, marre-toi, fais attention, t'es pas assez... » C'est pas vrai tout ça. On les accompagne et on les laisse faire. On leur donne une liberté. En tout cas, c'est ma vision de la direction d'acteur. Il y a des gens qui sont beaucoup plus coercitifs, beaucoup plus autoritaires, ou ce que vous voulez. Mais j'ai jamais dirigé Belmondo. J'ai dialogué avec lui. J'ai pas dirigé Depardieu, j'ai dialogué avec lui. Je lui ai fait 3-4 propositions, il les a acceptées ou pas. Mais j'allais pas lui dire « Ah, comporte-toi comme ça tient pas debout ». La direction d'acteur, c'est un terme. C'est toujours pareil, il faut inventer les termes pour essayer de définir ce qu'est le dialogue et l'échange entre le metteur en scène et son comédien ou sa comédienne. En direction, ça ne veut rien dire, c'est dialogue, accompagnement, échange, compréhension, compassion, empathie, sympathie. Il faut les aimer, il faut qu'ils sachent que vous les aimez, que vous les respectez et que vous leur donnez une liberté. Encore une fois, je le dis toujours, à partir de l'instant où vous dites moteur, action, et que la séquence se déroule, si au sein de la séquence, il me l'a fait 2 ou 3 fois Gérard Depardieu, dans Rive Droite, et Bouquet m'a fait aussi, ils inventent autre chose, il faut les laisser faire. Qu'est-ce qui fait un grand acteur? C'est ça, c'est la création. Le grand acteur, c'est celui qui incarne, qui arrive à totalement ressembler à ce que vous, écrivain ou scénariste ou dialoguiste, a conçu. Le grand acteur, c'est celui qui sublime même ce que vous avez écrit, et qui le transcende, qui réinvente, et qui fait croire. C'est-à-dire que vous êtes là devant le grand écran, il est là, il est vrai, pas vrai, mais enfin c'est un personnage, ou une femme, c'est pareil, et vous la recevez, vous le recevez comme cette vérité absolue qu'est le cinéma. C'est vrai que vous avez aussi la particularité dans vos films d'avoir des acteurs qui ont des voix très singulières, que ce soit Jean-Louis Trintignant. Ben, la voix, c'est la vie, hein. La voix d'un homme ou d'une femme le définit, hein, beaucoup. C'est de la musique, une voix. Hein. Un accent, oui, quelque chose. Ben oui, bien sûr. Ça aussi, c'est ça la particularité, le mystère et la magie de cette humanité qui s'appelle les comédiennes et les comédiens. C'est qu'ils nous apportent leur regard, leur voix, leur comportement, la gestuelle, le déplacement du corps, la souplesse d'un corps, au contraire l'épaisseur d'un corps. Il faut souvent qu'ils soient épais, les comédiens hommes. C'est ce que Alain Poiré, qui était un très grand producteur de cinéma, me dit un jour, Monsieur Labro, vos comédiens, il faut qu'ils soient épais, il faut qu'ils soient denses, il faut qu'ils soient Ventura, Gabin, Belmondo, Depardieu, voilà. Il faut des gens épais et pas des gamins. Quand ils ont un pistolet entre les mains, il faut qu'on y croie. Quel est l'acteur qui vous a manqué dans votre filmographie? Ben, j'aurais bien aimé travailler avec Delon, je ne l'ai pas fait. J'aurais aimé travailler avec Gabin, mais c'était trop tard, il commençait à être un peu tourné en rond. Hein. Piccoli aussi, ça m'aurait beaucoup plu. Oui, il y a beaucoup. Le répertoire français est extraordinairement riche. Ils ont tous disparu. Aujourd'hui, il y a aussi des très très bons comédiens. Hein. Il y a vraiment, il y a un trésor. Hein. Le cinéma français, c'est un trésor. Alors pour ma 5e partie, parce que vous aimez bien transmettre, vous êtes un vrai passeur, je trouve. Dans vos livres, dans vos films, vous citez souvent, vous avez beaucoup de références. Alors j'ai essayé de faire une partie, les Rocco de Labro. Je vais vous citer plusieurs artistes. Et il faudra me dire quelle est son œuvre indispensable selon vous. Vous n'êtes pas obligé de détailler, vous pouvez juste me dire le titre. Romain Gary. Oh, La Promesse de l'Aube, sans aucun doute. Catherine Deneuve. Le dernier métro. James Ellroy. Bon, toute sa série, toute sa biographie. François Giroud. Si je mens. Bruce Springsteen. Born in the USA. Arletty. Les Enfants du Paradis. Hôtel du Nord aussi. Jean Gabin. Touchez pas au Grisby. Chef-d'œuvre de Jacques Becker. Johnny Hallyday. Je ne peux pas me citer moi, c'est trop prétentieux. Bah oui. Bah, vous avez quand même deux. Enfin, il y a Flagrant délit, mais dans Flagrant délit, il y a quand même 2 tubes. Ah, il y a plusieurs tubes. Hein. Qu'il a vraiment repris. Mais moi, ce que j'aime chez lui, ce qu'on a fait ensemble, c'est Ma jolie Sarah, bien sûr, c'est Fils de personne, et c'est Poème sur la 7e. Je
compte, je tiens beaucoup à ça. Si on reprend Beethoven, Voilà. ce serait quelle chanson, pas de vous, Johnny? Pas de moi, Johnny, que je t'aime. Catherine Bigelow, Mineur. Ernest Hemingway, Les nouvelles d'Ernest. C'est 99 Short Stories. Victor Hugo, Les Misérables. Et les Contemplations. un James Bond, Bon, mais aussi. un recueil de poésie, L'anthologie de la poésie française de Georges Pompidou. Tous les poèmes français. De Villon à Ronsard, de Du Bellay à Baudelaire. La richesse de la poésie française, c'est éblouissant. Bah, c'est fini. Eh bien, on a Merci, fini. Merci, monsieur Philippe Labro. Je vous en prie, jeune homme. Ça m'a fait très plaisir. Ben, j'espère que vous ferez plaisir à ceux qui vous regardent.